Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 5, les 5 pépins d'orange. Hier matin, le coup s'est abattu sur moi, sous la même forme qu'il s'est abattu sur mon père. Le jeune homme tira de son gilet une enveloppe chiffonnée, et la renversant au-dessus de la table, il la secoua et en fit tomber 5 pépins d'orange desséchés. « Voici l'enveloppe, reprit-il. Le cachet de la poste est de Londres, secteur Est. À l'intérieur, on retrouve les mêmes mots que sur le dernier message reçu par mon père. K, puis mettez les papiers sur le cadran solaire. »« Qu'avez-vous fait ?» demanda Holmes. « Rien. »« Rien ?» À vrai dire, expliqua-t-il, en enfonçant son visage dans ses mains blanches, je me suis senti impuissant. J'ai ressenti l'impression que doivent éprouver les malheureux lapins quand le serpent s'avance vers eux en zigzagant. Il me semble que je suis la proie d'un fléau inexorable et irrésistible, dont nulle prévoyance, nulle précaution ne saurait me protéger. « Taratata !» s'écria Sherlock Holmes. « Il faut agir, mon brave, ou vous êtes perdu. Du cran. Rien d'autre ne peut vous sauver. Ce n'est pas le moment de désespérer. » J'ai vu la police. « Ah ! Mais ils ont écouté mon histoire en souriant. Je suis convaincu que l'inspecteur est d'avis que les lettres sont de bonnes farces et que la mort des miens fut réellement accidentelle, ainsi que l'ont déclaré les jurys, et qu'elle n'avait rien à voir avec les avertissements. » Holmes agita ses poings en l'air. « Incroyable imbécilité !» s'écria-t-il. « Ils m'ont cependant donné un agent pour habiter, si je veux, la maison avec moi. Est-il venu avec vous ce soir ? Non, il a ordre de rester dans la maison. » De nouveau, Holmes furieux éleva les poings. « Pourquoi êtes-vous venu à moi, dit-il, et surtout, pourquoi n'êtes-vous pas venu tout de suite ? Je ne savais pas. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai parlé à Prendergast de mes ennuis et qu'il m'a conseillé de m'adresser à vous. Il y a 2 jours pleins que vous avez reçu la lettre. Nous aurions déjà agi. Vous n'avez pas d'autres renseignements que ceux que vous nous avez fournis, je suppose. Aucun détail qui pourrait nous aider. »« Il y a une chose, dit John Openshaw. Une seule chose. » Il fouilla dans la poche de son habit et en tira un morceau de papier bleuâtre et décoloré qu'il étala sur la table. « Je me souviens, dit-il, que le jour où mon oncle a brûlé ces papiers, j'ai remarqué que les petits bouts de marge non brûlés qui se trouvaient dans les cendres avaient tous cette couleur particulière. J'ai trouvé cette unique feuille sur le plancher de sa chambre et tout me porte à croire que c'est peut-être un des papiers qui, ayant volé loin des autres, avait de la sorte échappé à la destruction. Sauf qu'il y est question de pépins, je ne pense pas qu'ils puissent nous être d'une grande utilité. Je crois pour ma part que c'est une page d'un journal intime. Incontestablement, l'écriture est celle de mon oncle. » Holmes approcha la lampe et tous les deux, nous nous penchâmes sur la feuille de papier dont le bord déchiré prouvait qu'on l'avait, en effet, arraché à un carnet. Cette feuille portait en tête « Mars 1869 » et en dessous se trouvaient les indications suivantes. 4. Hudson est venu, même vieille discussion. 7. Envoyer les pépins à Macaulay, Taramore et Swain de Saint-Augustin. 9. Macaulay disparu. 10. John Swain disparu. 12. Visiter Taramore, tout bien. Merci, dit Holmes en pliant le papier et en le rendant à notre visiteur. Et maintenant, il ne faut plus, sous aucun prétexte, perdre un seul instant. Nous ne pouvons même pas prendre le temps de discuter ce que vous m'avez dit. Il faut rentrer chez vous tout de suite et agir. Mais que dois-je faire ? Il n'y a qu'une seule chose à faire et à faire tout de suite. Il faut mettre ce papier que vous venez de nous montrer dans la boîte en cuivre que vous nous avez décrite. Il faudra aussi y joindre un mot, disant que tous les autres papiers ont été brûlés par votre oncle et que c'est là le seul qui reste. Il faudra l'affirmer en des termes tels qu'ils soient convaincants. Cela fait, il faudra sans délai mettre la boîte sur le cadran solaire, comme on vous le demande. Est-ce compris ? Parfaitement. Ne pensez pas à la vengeance ou à quoi que ce soit de ce genre pour l'instant. La vengeance, nous l'obtiendrons, je crois, par la loi, mais il faut que nous tissions notre toile, tandis que la leur est déjà tissée. Le premier point, c'est d'écarter le danger pressant qui vous menace. Après, on verra à élucider le mystère et à punir les coupables. Je vous remercie, dit le jeune homme, en se levant et en remettant son pardessus. Vous m'avez rendu la vie en même temps que l'espoir. Je ne manquerai pas d'agir comme vous me le conseillez. Ne perdez pas un moment, et surtout, prenez garde à vous en attendant, car je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que vous ne soyez sous la menace d'un danger réel imminent. Comment rentrez-vous ? Par le train de Waterloo. Il n'est pas encore 9 heures. Il y aura encore foule dans les rues.
J'espère donc que vous serez en sûreté et pourtant vous ne sauriez être trop sur vos gardes. Je suis armé. C'est bien. Demain je me mettrai au travail sur votre affaire. Je vous verrai donc à Horsham ? Non, votre secret se cache à Londres. C'est là que je le chercherai. Alors je reviendrai vous voir dans un jour ou deux pour vous donner des nouvelles de la boîte et des papiers. Je ne ferai rien sans vous demander conseil. Nous échangeâmes une poignée de main et il s'en fut. Au dehors, le vent hurlait toujours et la pluie battait les fenêtres. On eût dit que cette étrange et sauvage histoire nous avait été amenée par les éléments déchaînés, que la tempête l'avait charriée vers nous comme un paquet d'algues qu'elle venait maintenant de remporter. Sherlock Holmes demeura quelque temps assis sans mot dire, la tête penchée en avant, les yeux fixant le feu qui flamboyait, rutilant. Ensuite, il alluma sa pipe et, se renversant dans son fauteuil, considéra les cercles de fumée bleue qui, en se pourchassant, montaient vers le plafond. « Je crois, Watson, remarqua-t-il enfin, que de toutes les affaires que nous avons eues, aucune n'a jamais été plus fantastique que celle-ci. »« Sauf peut-être le signe des 4. » Oui, sauf peut-être celle-là, et pourtant ce John Openshaw me semble environné de dangers plus grands encore que ceux que couraient les Sholto. Mais êtes-vous arrivé à une idée définie de la nature de ces dangers ? Il ne saurait y avoir de doute à cet égard. Et quels sont-ils ? Qui est ce KKK et pourquoi poursuit-il cette malheureuse famille ? Sherlock Holmes ferma les yeux et plaça ses coudes sur le bras de son fauteuil, tout en réunissant les extrémités de ses doigts. Le logicien idéal, remarqua-t-il, quand une fois on lui a expliqué un fait sous toutes ses faces, en déduirait non seulement toute la chaîne des événements qui ont abouti à ce fait, mais aussi tous les résultats qui s'en suivraient. De même que Cuvier pouvait décrire exactement un animal tout entier en examinant un seul os, de même l'observateur qui a parfaitement saisi un seul maillon dans une série d'incidents devrait pouvoir exposer avec précision tous les autres incidents, tant intérieurs que postérieurs. Nous n'avons pas encore bien saisi les résultats auxquels la raison seule est capable d'atteindre. On peut résoudre dans le cabinet des problèmes qui ont mis en défaut tous ceux qui en ont cherché la solution à l'aide de leur sens. Pourtant, pour porter l'art à son summum, il est nécessaire que le logicien soit capable d'utiliser tous les faits qui sont venus à sa connaissance, et cela implique en soi, comme vous le verrez aisément, une complète maîtrise de toutes les sciences, ce qui même en ces jours de liberté, de l'enseignement et d'encyclopédie est un avantage assez rare. Il n'est toutefois pas impossible qu'un homme possède la totalité des connaissances qui peuvent lui être utiles dans ses travaux, et c'est quant à moi ce à quoi je me suis efforcé d'atteindre. Si je me souviens bien, dans une certaine circonstance, au premier temps de notre amitié, vous aviez défini mes limites de façon assez précise. « Oui, répondis-je en riant, c'était un singulier document. La philosophie, l'astronomie et la politique étaient notées d'un 0, je me le rappelle. La botanique, médiocre. La géologie, très sérieuse en ce qui concerne les taches de boue de n'importe quelle région située dans un périmètre de 50 miles autour de Londres. La chimie, excentrique. L'anatomie, sans méthode. La littérature passionnelle et les annales du crime, uniques. Je vous appréciais encore comme violoniste, boxeur, épéiste, homme de loi, et aussi pour votre auto-intoxication par la cocaïne et le tabac. C'était là, je crois, les principaux points de mon analyse. » La dernière remarque fit rire mon ami. « Eh bien, dit-il, je répète aujourd'hui, comme je le disais alors, qu'on doit garder sa petite mansarde intellectuelle garnie de tout ce qui doit vraisemblablement servir, et que le reste peut être relégué dans les débarras de la bibliothèque, où on peut les trouver quand on en a besoin. Or, dans un cas comme celui que l'on nous a soumis ce soir, nous avons certainement besoin de toutes nos ressources. Ayez donc la bonté de me passer la lettre K de l'encyclopédie américaine, qui se trouve sur le rayon à côté de vous. Merci. Maintenant, considérons la situation et voyons ce qu'on en peut déduire. Tout d'abord, nous pouvons, comme point de départ, présumer, non sans de bonnes raisons, que le colonel Openshaw avait des motifs très sérieux de quitter l'Amérique. À son âge, les hommes ne changent pas toutes leurs habitudes et n'échangent point volontiers le charmant climat de la Floride pour la vie solitaire d'une cité provinciale d'Angleterre. Son grand amour de la solitude dans notre pays fait naître l'idée qu'il avait peur de quelqu'un ou de quelque chose. Nous pouvons donc supposer, et ce sera l'hypothèse d'où nous partirons, que ce fut la peur de quelqu'un ou de quelque chose qui le chassa d'Amérique. Quant à la nature de ce qu'il craignait, nous ne pouvons la déduire qu'en considérant les lettres terribles que lui-même et ses successeurs ont reçues. Avez-vous remarqué les cachets postaux de ces lettres ? La première venait de Pondichéry, la seconde de Dundee et la troisième de Londres. De Londres, secteur Est.
Qu'en déduisez-vous ? Ce sont tous les 3 des ports. J'en déduis que celui qui les a écrites était à bord d'un vaisseau. Excellent, Watson. Nous avons déjà un indice. On ne saurait mettre en doute qu'il y a des chances, de très fortes chances, que l'expéditeur fût à bord d'un vaisseau. Et maintenant, considérons un autre point. Dans le cas de Pondichéry, 7 semaines se sont écoulées entre la menace et son accomplissement. Dans le cas de Dundee, il n'y a eu que 3 ou 4 jours. Cela ne vous suggère-t-il rien ? La distance est plus grande pour le voyageur. Mais la lettre aussi a un plus grand parcours pour arriver. Alors, je ne vois pas. Il y a au moins une présomption que le vaisseau dans lequel se trouve l'homme ou les hommes est un voilier. Il semble qu'ils aient toujours envoyé leur singulier avertissement ou avis avant de se mettre eux-mêmes en route pour leur mission. Vous voyez avec quelle rapidité l'action a suivi l'avis quand celui-ci est venu de Dundee. S'ils étaient venus de Pondichéry dans un steamer, ils seraient arrivés presque aussi vite que leur lettre. Mais, en fait, 7 semaines se sont écoulées, ce qui représente la différence entre le courrier postal qui a apporté la lettre et le vaisseau à voile qui en a amené l'expéditeur. C'est possible. Mieux que cela, c'est probable. Et maintenant, vous voyez l'urgence fatale de ce nouveau cas, et pourquoi j'ai insisté auprès du jeune Openshaw pour qu'il prenne garde. Le coup a toujours été frappé à l'expiration du temps qu'il faut aux expéditeurs pour parcourir la distance. Mais cette fois-ci, la lettre vient de Londres, et par conséquent, nous ne pouvons compter sur un délai. « Grand Dieu !» m'écriai-je. « Que peut signifier cette persécution impitoyable ?» Les papiers qu'Openshaw a emportés sont évidemment d'une importance capitale pour la personne ou les personnes qui sont à bord du voilier. Il apparaît très clairement, je crois, qu'il doit y avoir plus d'un individu. Un homme seul n'aurait pu perpétrer ces 2 crimes de façon à tromper le jury d'un coroner. Il faut pour cela qu'ils soient plusieurs et que ce soient des hommes résolus et qui ne manquent pas d'initiative. Leur papier, il est leur faux, quel qu'en soit le détenteur. Et cela vous montre que KKK cesse d'être les initiales d'un individu et devient le sigle d'une société. Mais de quelle société ? Vous n'avez jamais entendu parler du Ku Klux Klan ? Et Sherlock, se penchant en avant, baissait la voix. Jamais. Holmes tourna les pages du livre sur ses genoux. Voici, dit-il bientôt, Ku Klux Klan. Nom dérivé d'une ressemblance imaginaire avec le bruit produit par un fusil qu'on arme. Cette terrible société secrète fut formée par quelques anciens soldats confédérés dans les États du Sud après la guerre civile, et elle forma bien vite des branches locales dans différentes parties du pays, particulièrement dans le Tennessee, la Louisiane, les Carolines, la Géorgie et la Floride. Elle employait sa puissance à des fins politiques, principalement à terroriser les électeurs nègres et à assassiner ou à chasser du pays ceux qui étaient opposés à ses desseins. Ces attentats étaient d'ordinaire précédés d'un avertissement à l'homme désigné, avertissement donné d'une façon fantasque mais généralement aisée à reconnaître, quelques feuilles de chêne dans certains endroits, dans d'autres des semences de melon ou des pépins d'orange. Quand elle recevait ces avertissements, la victime pouvait ou bien renoncer ouvertement à ses opinions ou à sa façon de vivre, ou bien s'enfuir du pays. Si par bravade elle s'entêtait, la mort la surprenait infailliblement, en général d'une façon étrange et imprévue. L'organisation de la société était si parfaite, ses méthodes si efficaces, qu'on ne cite guère de personne qui ait réussi à la braver impunément ou de circonstances qui aient permis de déterminer avec certitude les auteurs d'un attentat. Pendant quelques années, cette organisation prospéra en dépit des efforts du gouvernement des États-Unis et des milieux les mieux intentionnés dans la communauté du Sud. Cependant, en l'année 1869, le mouvement s'éteignit assez brusquement, bien que depuis lors, il y ait eu encore des sursauts spasmodiques. Vous remarquerez, dit Holmes en posant le volume, que cette soudaine éclipse de la société coïncide avec le moment où Openshaw est parti d'Amérique avec leurs papiers. Il se peut fort bien qu'il y ait là un rapport de cause à effet. Rien d'étonnant donc que lui et les siens aient eu à leur trousse quelques-uns de ces implacables caractères. Vous pouvez comprendre que ce registre et ce journal aient pu mettre en cause quelques personnalités de tout premier plan des États du Sud et qu'il puisse y en avoir pas mal qui ne dormiront pas tranquilles tant qu'on n'aura pas recouvré ces papiers. Alors, la page que nous avons vue est telle qu'on pouvait l'attendre. Si je me souviens bien, elle portait « Envoyer les pépins à A, B et C », c'est-à-dire l'avertissement de la société leur a été adressé.
Puis viennent les notes, indiquant que A et B ont ou disparu ou quitté le pays, et enfin que C a reçu une visite dont, j'en ai bien peur, le résultat a dû lui être funeste. Vous voyez, je pense, docteur, que nous pourrons projeter quelques lumières dans cette antre obscure, et je crois que la seule chance qu'ait le jeune Openshaw en attendant, c'est de faire ce que je lui ai dit. Il n'y a pas autre chose à dire, pas autre chose à faire ce soir. Donnez-moi donc mon violon, et pendant une demi-heure, tâchons d'oublier cette misérable époque et les agissements plus misérables encore des hommes, nos frères. Le temps s'était éclairci le matin, et le soleil brillait d'un éclat adouci à travers le voile imprécis qui restait tendu au-dessus de la grande ville. Sherlock Holmes était déjà en train de déjeuner quand je suis descendu. « Vous m'excuserez, dit-il, de ne pas vous avoir attendu. J'ai devant moi, je le prévois, une journée copieusement occupée à étudier le cas du jeune Openshaw. » « Quelle marche allez-vous suivre ? » ?»« Cela dépendra beaucoup des résultats de mes premières recherches. Il se peut qu'en fin de compte, je sois obligé d'aller à Horsham. »« Vous n'irez pas en premier lieu ? » ?»« Non, je commencerai par la cité. » « Sonnez, la servante vous apportera votre café. » En attendant, je pris sur la table le journal, non déplié encore, et j'y jetai un coup d'œil. Mon regard s'arrêta sur un titre qui me fit passer un frisson dans le cœur. « Holmes !» m'écriai-je. « Vous arrivez trop tard. »« Ah !» dit-il en posant sa tasse. J'en avais peur. Comment ça s'est-il passé ? Sa voix était calme, mais je n'en voyais pas moins qu'il était profondément ému. Mes yeux sont tombés sur le nom d'Openshaw et sur le titre. Une tragédie près du pont de Waterloo. En voici le récit. Entre 9 et 10 heures du soir, l'agent de police Cook, de la division H, de service près du pont de Waterloo, entendit crier « Au secours !» puis le bruit d'un corps qui tombait à l'eau. La nuit extrêmement noire et le temps orageux rendaient tout sauvetage impossible, malgré la bonne volonté de plusieurs passants. L'alarme toutefois fut donnée et avec la coopération de la police fluviale, le corps fut trouvé un peu plus tard. C'était celui d'un jeune homme dont le nom, si l'on en croit une enveloppe qu'on trouva dans sa poche, serait John Openshaw et qui habiterait près de Horsham. On suppose qu'il se hâtait afin d'attraper le dernier train qui part de la gare de Waterloo et que dans sa précipitation et dans l'obscurité, il s'est trompé de chemin et s'est engagé sur l'un des petits débarcadères fluviaux d'où il est tombé. Le corps ne portait aucune trace de violence et il ne fait pas de doute que le défunt a été la victime d'un malencontreux accident qui, espérons-le, attirera l'attention des autorités sur l'état fâcheux des débarcadères tout au long de la Tamise. Nous restâmes assis pendant quelques minutes sans proférer une parole. Holmes était plus abattu et plus ému que je ne l'avais jamais vu. « C'est un rude coup pour mon orgueil, Watson, dit-il enfin. C'est là un sentiment bien mesquin sans doute, mais c'est un rude coup pour mon orgueil. J'en fais désormais une affaire personnelle, et si Dieu me garde la santé, je mettrai la main sur cette bande. Pensez qu'il est venu vers moi pour que je l'aide et que je l'ai envoyé à la mort. » Il bondit de sa chaise et, incapable de dominer son agitation, il se mit à parcourir la pièce à grands pas. Ses joues ternes s'empourpraient, en même temps que ses longues mains maigres se serraient et se desserraient nerveusement. « Ces démons doivent être terriblement retors, s'écria-t-il enfin. Comment ont-ils pu l'attirer là-bas ? Le quai n'est pas sur le chemin qui mène directement à la gare. Le pont, sans doute, était encore trop fréquenté, même par le temps qu'il faisait, pour leur projet. Eh bien, Watson, nous verrons qui gagnera la partie en fin de compte. Je sors. Vous allez à la police ? Non, je serai ma propre police. Quand j'aurai tissé la toile, je leur laisserai peut-être capturer les mouches, mais pas avant. Toute la journée, je fus occupé par ma profession, et ce ne fut que tard dans la soirée que je revins à Baker Street. Sherlock Holmes n'était pas encore rentré. Il était presque 10 heures quand il revint, l'air pâle et épuisé. Il se dirigea vers le buffet, et arrachant un morceau de pain à la miche, il le dévora, puis le fit suivre d'une grande gorgée d'eau. « Vous avez faim ?» constatai-je. « Je meurs de faim, je n'y pensais plus, je n'ai rien pris depuis le petit déjeuner. »« Rien ? » ?»« Pas une bouchée, je n'ai pas eu le temps d'y penser. »« Et avez-vous réussi ?»« Fort bien. »« Vous avez une piste ?»« Je les tiens dans le creux de ma main. Le jeune Openshaw ne restera pas longtemps sans être vengé. Watson, nous allons poser sur eux-mêmes leur diabolique marque de fabrique. C'est une bonne idée. » Il prit une orange dans le buffet, l'ouvrit et en fit jaillir les pépins sur la table. Il en prit 5, qu'il jeta dans une enveloppe. À l'intérieur du rabat, il écrivit « SH pour JC ».
Il la cacheta et l'adressa au capitaine James Colquhoun, 3 mâts, Lone Star, Savannah, Géorgie. « Cette lettre l'attendra à son arrivée au port, dit-il en riant doucement. Elle lui vaudra sans doute une nuit blanche. Il constatera que ce message lui annonce son destin avec autant de certitude que ce fut avant lui le cas pour Openshaw. Et qui est ce capitaine Colquhoun ? Le chef de la bande. J'aurai les autres, mais lui d'abord. Comment l'avez-vous donc découvert ? Il prit dans sa poche une grande feuille de papier, couverte de dates et de notes. J'ai passé toute la journée, dit-il, à suivre sur les registres de Lloyd et sur des collections de journaux tous les voyages postérieurs des navires qui ont fait escale à Pondichéry en janvier et en février 83. On en donnait, comme y ayant stationné au cours de ces 2 mois, 36 d'un bon tonnage. De ces 36, le Lone Star attira tout de suite mon attention, parce que, bien qu'on l'annonçât comme venant de Londres, son nom est celui que l'on donne à une province des États-Unis. Le Texas, je crois ? Je ne sais plus au juste laquelle, mais je savais que le vaisseau devait être d'origine américaine. Et alors ? J'ai examiné le mouvement du port de Dundee, et quand j'ai trouvé que le 3 mâts Lone Star était là en janvier 83, mes soupçons se sont changés en certitude. Je me suis alors informé des vaisseaux qui étaient à présent à l'ancre dans le port de Londres. Et alors ? Le Lone Star est arrivé ici la semaine dernière. Je suis allé au dock Albert et j'ai appris que ce 3 mâts avait descendu la rivière de bonne heure ce matin avec la marée. J'ai télégraphié à Gravesend, d'où l'on m'a répondu qu'il venait de passer et comme le vent souffle d'est, je ne doute pas qu'il ne soit maintenant au-delà des Goodwins et non loin de l'île de Wight. Qu'allez-vous faire alors ? Oh, je les tiens. Lui et les 2 seconds sont, d'après ce que je sais, les seuls Américains à bord. Les autres sont des Finlandais et des Allemands. Je sais aussi que tous 3 se sont absentés du navire hier soir. Je le tiens de la rimeur qui a embarqué leur cargaison. Au moment où leur bateau touchera Savannah, le courrier aura porté cette lettre, et mon cablogramme aura informé la police de Savannah qu'on a grand besoin de ces messieurs ici pour y répondre d'une inculpation d'assassinat. Mais les plans les mieux dressés des hommes comportent toujours une part d'incertitude. Les assassins de John Openshaw ne devaient jamais recevoir les pépins d'orange qui leur auraient montré que quelqu'un d'aussi retors et résolu qu'eux-mêmes était sur leur piste. Les vents de l'équinoxe soufflèrent très longuement et très violemment cette année-là. Longtemps, nous attendîmes des nouvelles du Lone Star. Elles ne nous parvinrent jamais. À la fin, pourtant, nous avons appris que quelque part, bien loin dans l'Atlantique, on avait aperçu, ballotté au creux d'une grande vague, les tambours fracassés d'un bateau. Les lettres LS y étaient sculptées, et c'est là tout ce que nous saurons jamais du sort de Lone Star.